Je lis à peu près 2 livres par semaine. Non, je fais pas de critique négative. On lit un livre, ça nous plaît pas, mais on passe à autre chose. Il y a beaucoup de bad buzz tout autour de la dark romance, tout ça, de pédophilie. Je lis de la dark romance, et ça pour moi c'est scandaleux. Ça ne devrait pas être associé à ce genre-là. En étant maman, si tu veux, quand tu lis ça, putain mais c'est... Voilà. Merci Maïna d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je m'appelle Maïna, j'ai 30 ans, je suis mariée, maman de 2 petites filles, et pendant 10 ans, je travaillais dans un milieu qui était très passionnant, et c'est vrai que j'ai eu ma petite crise existentielle quand je suis arrivée vers la trentaine, et du coup, je me suis dit... j'ai envie de me réorienter sur quelque chose qui me plaît vraiment, quelque chose qui m'appelle, et j'ai pas envie de passer à côté de ça. J'ai pas envie d'arriver plus tard et de me dire finalement j'ai laissé passer mon rêve. Et donc du coup j'ai entamé une reconversion dans les métiers du livre, voilà, pour j'espère pouvoir travailler dans l'édition à la fin de cette formation, du coup voilà. Aujourd'hui, du coup, tu fais BookTok. Est-ce que c'est un complément un peu Ouais. des métiers du livre? Est-ce que tu as eu la décision de les faire en même temps ou En fait, j'ai toujours voulu me lancer parce que comme un peu tout le monde qui est dans le milieu, tu suis beaucoup, tu vois, t'es vachement sur les réseaux, voilà, vachement au courant de ce qui se fait. Et en fait, pour moi, c'est nécessaire de commencer à te faire connaître quelque part. Et donc, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancée. Et de base, c'était surtout pour donner des recommandations aux gens de mon entourage, tu vois, les gens de ma famille, mes copines, voilà. Et en fait, ça a été super bien accueilli. Tout le monde a trouvé ça génial et du coup voilà. Ok. Moi, je me pose une question parce que aussi souvent, quand je lis un bon livre, j'ai envie d'en parler à mes proches. Alors, avec moins de talent que toi, j'imagine, parce que personne n'a lu aucun livre que j'avais recommandé. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette envie de partager des lectures? En fait, je pense que quand on est passionné de quelque chose et quand quelque chose nous prend aux tripes, moi j'avais vraiment de suite envie de le partager et je pouvais passer des heures à en parler à mes copines et je leur disais mais il faut que j'en parle à quelqu'un. Bon, du coup, au bout d'un moment, je les ai tellement persuadées qu'elles s'y sont mises. Mais voilà, en fait, c'est comme quand on parle d'une série, quand on débriefe d'une série, ben voilà, pour moi, c'est la lecture, c'est pareil, on a besoin de le partager. J'ai même réussi à faire lire mon mari certains livres, voilà, donc c'est compliqué. une petite fierté. Il était curieux, il se disait, elle passe autant de temps à lire, pourquoi pas... Et il a lu, il a aimé? Ouais, alors bon, je lui ai fait lire des Frida, assez classiques. classiques. Oui, bon, ça voilà, c'est un peu mainstream, mais ça lui a plu. Et pour moi, il n'y a pas de... Enfin, peu importe ce qu'on lit, quoi, tant que ce qui nous plaît, voilà. Donc, Et question rituelle, c'était quoi ton rêve de gosse? Alors, moi, figure-toi que quand j'étais petite, quand on allait au repas de famille, au lieu de... tu sais, il y en a beaucoup, tu prépares ta petite chorégraphie de danse que tu vas montrer à tes grands-parents et tout. Moi, je montais dans le bureau de mon père, je prenais des feuilles, je les pliais, je les assemblais, je mettais mes petites agrafes, j'écrivais dedans. Donc, quelque part, je fabriquais mon livre et j'allais au repas de famille et je lisais ma petite histoire, voilà. Donc, en fait, je crois que depuis toujours, je rêvais de bosser là-dedans, tu vois. Après, j'ai été un peu bercée par Le Diable s'habille en Prada, tous ces films-là, tu vois, qui te font un peu rêver et fantasmer sur ce métier-là, quel qu'il soit, tu vois, rédacteur, travailler dans l'édition. Toujours une appétence avec les mots. Ouais, toujours. Toujours. Et c'est ce qui, 30 ans plus tard, te fait renoncer à ton CDI pour la formation. C'est ça. Consiste en quoi? Alors, c'est une formation, c'est un bachelor dans les métiers du livre. Donc, en gros, ça t'ouvre plusieurs débouchés dans les métiers du livre. Donc, c'est très divers. Tu peux aussi bien partir dans l'édition que ce que tu peux partir dans les métiers de bibliothèque, de libraire, d'archives, d'imprimerie. Après, c'est à toi de choisir ta spécialisation. Mais tu vois, ce qui est bien dans cette formation, c'est que ça se fait tout à distance. Donc, en fait, tu peux complètement faire cette formation-là tout en ayant ton CDI à côté. Voilà, moi, c'était juste que, bon, pour des raisons pratiques et logistiques, c'était plus possible. Mais voilà, il y en a beaucoup qui le font en plus, du coup. Voilà. Ok. Mais après, donc toi, c'est plus pour te diriger plus... Enfin, j'imagine que tout ce qui est archiviste et tout ça t'intéresse moins. Non, pas vraiment. Vraiment l'édition. Ouais, plus vers l'édition. Voilà. Après, il y a plein de métiers à l'intérieur. Donc voilà, j'ai encore le temps un peu de réfléchir à tout ça. Mais
Quand on te dit que c'est bouché, tu réagis comment? Eh ben écoute, je dis que y a beaucoup d'autres secteurs qui sont bouchés. Pour moi, c'est toi et ta détermination, toi et ce que tu as envie de faire. Enfin, pour moi, faut pas s'arrêter parce qu'on se dit que c'est bouché. Faut pas. Bien sûr que c'est difficile, ça je le reconnais. Et c'est d'autant plus difficile quand on n'habite pas sur Paris, j'imagine. Pourtant, faut pas forcément se mettre des barrières. Parce qu'on rappelle que la majorité du secteur du livre est concentré à Paris. C'est ça. Mais après, pour moi, voilà, il y a tellement d'autres métiers qu'on peut faire dans l'édition qui sont pas forcément nécessaires, où il n'est pas forcément nécessaire d'habiter sur Paris. Donc, et puis, moi, je vois plein de personnes qui ont un rêve de travailler dans l'édition et qui trouvent un moyen détourné d'y arriver, donc soit en faisant des bêta lectures, par exemple. Bien sûr. Tu peux faire de la traduction si tu es à l'aise. Voilà, la dernière fois, on avait accueilli une maquettiste. Je sais pas si tu vois un peu c'est quoi. C'est en gros des personnes qui s'occupent de la mise en page à l'intérieur du livre. Et c'est tout un métier qui existe et dont on se doute pas et qui peut permettre aux personnes intéressées de trouver une voie dans l'édition. Bien sûr. Il y a des secteurs qui sont moins bouchés que de traditionnels assistants éditoriaux ou éditeurs. Oui, bien sûr. Puis après, il y a aussi tellement de genres différents. Tu vois, je sais qu'en province, il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont plus régionales, plus locales. C'est de l'édition. Donc voilà, pour moi, il faut réussir à trouver un peu son créneau, se différencier. Mais c'est comme tout, hein, c'est le monde du travail, c'est comme ça malheureusement. J'ai travaillé avant dans des secteurs qui étaient très bouchés aussi. Donc pour moi, c'est avoir faim ou pas. Non, il y a toujours des difficultés, bien sûr. Et bon, maintenant, parlons un peu plus des livres. Qu'est-ce qui fait que tu as trouvé qu'un livre est un bon livre? Et surtout, non, on en parlera plus tard de la prochaine question, mais qu'est-ce qu'un livre est comment un livre devient un bon livre pour toi? Alors, j'aime tous les genres de livres. Je suis pas compliquée. Moi, j'aime ressentir. C'est-à-dire que si je lis un bon classique, je veux sentir voilà, cette mélancolie, cette nostalgie, ce sentiment-là. Si je lis une romance, voilà, je veux tomber amoureuse, alors que, voilà, et en plus, il y a tellement de clichés, mais dans ma vie, tout va bien, il y a pas de... voilà. Mais en fait, le but, c'est de ressentir des émotions, quelles qu'elles soient. Il y a beaucoup de bad buzz tout autour de la dark romance, tout ça. Je lis de la dark romance. Pour moi, c'est réussir à faire la part des choses, tu vois. La plupart du temps, t'es pas du tout en accord avec ce qui se passe, mais tu ressens quelque chose, et c'est pas parce que tu lis un thriller que t'es un tueur en série. Enfin, pour moi, c'est une ouverture d'esprit, quoi. Y a pas de... Mais voilà, ressentir quelque chose, vraiment... Donc pour toi, tous les bad buzz qui est autour de la dark romance ne sont pas forcément mérités ou Si, bien sûr. Enfin, je veux dire, on a eu un là récemment. Ouais, voilà, ça c'était. Pour moi, c'est. Oui, bien sûr, on peut en parler. Pour moi, ça n'a rien à faire dans ce genre-là, tu vois. Et faut pas. Il y a liberté d'expression et liberté d'expression, tu vois. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Ça n'a rien à faire. Ça ne devrait pas être associé à ce genre-là, qui a d'autres histoires qui sont très belles au final. Et en fait. Pour moi, quand il y a une vraie évolution des personnages et quand... c'est ça qui fait toute la beauté d'un livre, finalement. Tu vois, ce livre-là est complètement... n'a rien à faire dans ce genre-là. Pour moi, c'était vraiment... de l'avoir associé... et quand après, on te dit, mais tu lis de la dark romance. Ouais, mais c'est pas ça, en fait. C'est le danger de labelliser, en fait. On peut labelliser pour créer des catégories, pour après mieux vendre, mais... c'est ça, exactement. Toujours des limites, en fait. On va aller un peu trop loin de ce que le label en tant que lui-même est. Et ça donne des dérives genre. Donc pour recontextualiser, il s'agit d'un ouvrage qui a parlé de propos... Ouais, de pédophilie. Voilà. Ouais. Est-ce que tu te connais de nom ou pas? Moi, je me souviens plus. Corps à cœur, je crois. Ok, voilà. Donc, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Et il y a eu tout un drama sur de Boustaram. Oui, complètement justifié, le drama. Enfin, moi, j'ai été incapable de lire... Ah, donc t'as essayé? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai vu des passages, tu sais, quand tu... voilà, il y en avait qui ont mis un peu des passages. En plus, en étant maman, si tu veux, quand tu lis ça, putain, mais c'est... excuse-moi, mais c'est impensable, si tu veux. Et pour moi, ça a mérité son bad buzz et ça a mérité, le retrait de toutes les plateformes et que ça aille à des plus grandes instances, voilà, parce que forcément... mais c'est comme la dark romance, tu vois, il faut bien... Enfin, moi, j'essaie à chaque fois de sensibiliser sur mes réseaux. Tu peux pas mettre ça entre des mains de gamines de 18 ans.
Enfin, t'es majeur à 18 ans, mais t'es pas complètement construit. Et si tu veux, voilà, bon, il y a certaines choses, faut pas normaliser ça, tu vois. Faut pas... c'est pas la vraie vie, quoi. C'est une histoire, comme tu peux regarder une série qui ressemble un peu, tu vois, mais tout est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Bien sûr. Mais donc, il y a eu ce drama-là, il y en a souvent d'autres dans le Bookstagram. Ouais. Toi, tu vis ça comment? Est-ce que je trouve que c'est... Par de toxicité, moi, j'arrive pas à savoir. Pour moi, ça reste quand même assez gentil, mais je sais pas ce que toi, tu en penses. Pour moi, tu sais, en fait, il y a des dramas comme celui-là qui sont justifiés. Il y en a d'autres où, bon, en vrai, moi, je lis mes livres, je partage mes lectures, mais voilà, je prends pas trop part. J'essaie de pas renchérir sur du buzz pour renchérir pour toi, faire du buzz et qu'on te voit et que voilà, donc non. J'essaie de rester un peu loin. Je te dis ça, je débute sur le Bookstagram. Donc, ça va, ça marche bien déjà? Ouais, ça marche plutôt bien, je suis contente. Mais voilà, ouais, non, pour moi, ça sert à rien de donner du crédit à ce genre de truc-là. Et au plus t'en parles, au plus tu l'amplifies, au plus au final, tu vois... bon. Ouais, je suis d'accord. Question un peu de lecteur et lectrice. Moi, je me rends compte que mes goûts ont beaucoup évolué par rapport à ce que je disais. Tu constates que tu as combien de goûts dans ta vie? Je pense un peu comme tout le monde, tu sais, j'ai commencé... j'ai été introduit au classique quand tu fais tes études, collège, lycée. J'ai détesté. Voilà, comme tout le monde, parce que je pense qu'on ne nous fait pas lire les bonnes choses. Enfin, désolée à mes profs de français, mais je pense que c'est pas la meilleure... Enfin, tu donnes pas envie de lire. Et ensuite, j'ai lu beaucoup de thrillers, parce que c'est ce que ma mère lisait. Donc on se partageait des titres et tout. Et puis après, j'ai eu envie de plus. Donc j'ai découvert la romance, notamment pendant le Covid, quand le BookTok s'est un peu démocratisé. Voilà, j'ai découvert plein de livres que je pensais jamais lire. Notamment, je suis partie sur la fantasy, la romantasy. Et maintenant, en fait, vraiment, je peux lire de tout, même, tu vois, des livres beaucoup plus contemporains. En fait, j'ai plus vraiment de goût, même si, bon, ça reste, pour moi, il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Enfin, voilà, ça reste quand même important. Mais je peux te lire un thriller si je suis dans le... Pour moi, c'est une question d'état d'esprit, tu vois. Je pense pas qu'il faut avoir... Enfin, moi je sais pas, parce que enfin, j'avoue que moi, mon choix de livre est souvent très, très personnel. Je vais pas voir... ce qui est proposé sur le Bookstagram. Parce que je pense pas qu'il faut avoir une sorte de direction éditoriale un peu sur les livres que tu proposes. Donc toi, je parle souvent de romantasy, de fantasy, de dark romance parfois. Est-ce que c'est un choix qui est fait, ou est-ce que tu te laisserais la possibilité de parader d'autres choses totalement différent? Oui, je pense, mais en fait, je réfléchis pas forcément, tu vois, à ce que je vais acheter ou à ce que je vais lire. Je suis influencée, comme tout le monde finalement, ça marche, tac, j'y vais, j'achète, je lis, ça me plaît, j'en parle, ça me plaît pas, j'en parle pas. Ok, donc si ça te plaît pas, tu fais pas de critique Non, je fais pas de critique négative. Okay. Enfin, en fait, j'écris un petit peu, je sais ce que c'est quand tu passes du temps à écrire, je sais que pour l'auteur, c'est vraiment son bébé. Le descendre sur les réseaux sociaux, quand tu sais l'impact que ça peut avoir, c'est pas trop... Je préfère dire que ça m'a pas plu, ou tu vois, je vais le dire quand je fais mon bilan du mois, tu vois, je vais dire c'était pas pour moi, ou peut-être que je l'ai pas lu dans le bon timing, mais pour moi, tuer un livre, c'est dur. Je trouve que c'est vraiment dur. Surtout pour l'auteur. Après, même, parfois, c'est juste un livre qui est très connu, et l'autrice est anglo-saxonne, et même comme ça, tu vas pas... Non, franchement, j'aime pas trop. Après, c'est propre à non, mais moi, c'est rare, parce que c'est souvent ce qui provoque des dramas sur le Bookstagram, c'est... oui, mais en fait, je me mets à la place de l'écrivain, tu vois, et je me dis... ça doit faire mal quand tu lis un mauvais commentaire, ou quand tu vois... alors oui, ça fait rire, ça fait du buzz sur... mais c'est des personnes. Tu vois, c'est compliqué. Et puis, quand tu vois vraiment le temps... Déjà, ils sont édités, déjà, donc respect. Ou pas, même, tu vois, mais...
vraiment, je trouve ça dur. Vraiment, quand tu vois l'impact, et surtout, maintenant, il y a tellement de nouveautés tout le temps, que pour que ton livre reste réapprovisionné, tu vois, reste... d'ailleurs, il y a une de vos invitées qui en a parlé, et c'est vrai, en fait. Il faut que, si la pub est mal faite ou que sur les réseaux, on parle mal de ton livre, c'est... Ça peut avoir des conséquences qui sont Ouais, assez... dramatiques. Puis, comme je te dis, ça reste des personnes, et voilà... la santé mentale, c'est pour tout le monde. Bien donc, sûr. on lit un livre, ça nous plaît pas, on passe à autre chose. Il y a des gens, c'est leur vraie vie. Il y a des gens, ils ont mis toute leur âme dedans. Donc, voilà, c'est tout. C'est mon avis C'est un beau perso. message à garder, je suis assez d'accord. Mais aussi sur tes choix, est-ce que parfois, tu as, de façon assez implicite, en fait, tu te dis, il y a ce livre qui trend, il faut en parler parce qu'il trend, justement. Ou est-ce que tu choisis juste parce que vraiment tu as une affinité avec la couverture, de résumé ou des bonnes critiques? Ouais. Alors, justement, j'essaie de vider ma palle de tous mes anciens livres que j'avais et que je me disais, mais il y a 2 ans, ils faisaient le buzz sur les réseaux. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, alors qu'ils étaient excellents. Enfin, ils le sont toujours, très certainement, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est important d'aller piocher un petit peu parce qu'il y a tellement de nouveautés qu'on ne sait plus où donner de la tête, tu vois, forcément. Donc, pour moi, c'est important de relire un peu des... Par exemple, tout bêtement, la saga Les 7 Sœurs, ultra connue. On n'en parle pas forcément sur le BookTok. Je l'ai lu l'année dernière, tout l'été dernier. C'est pas forcément mon genre de prédilection. J'ai adoré. Je l'ai fait lire je l'ai fait découvrir à plein d'amis à moi. Tout le monde me dit, mais pourquoi on n'en parle pas sur les réseaux? Ta maman peut t'en parler si tu veux, parce que forcément, elle l'a lu, j'imagine. Mais en fait, c'est excellent, tu vois. Il y a des livres comme ça dont on ne parle pas forcément sur le BookTok, alors qu'en fait, c'est excellent. Je trouve qu'il y a un travail un peu de prescription que vous faites en tant qu'influenceuse livre, et non? En fait, tu te rends compte de l'impact que tu as. Et encore une fois, de base, en fait, il faut savoir pourquoi tu t'es lancé. Est-ce que tu t'es lancé pour faire du buzz sur les réseaux, ou est-ce que tu t'es lancé juste pour faire tes recos aux gens de ton entourage, tu vois? Et moi, c'est plus la deuxième catégorie, c'est-à-dire que bon, si ça marche, ça marche. Ça marche pas, tu vois. Je suis trop contente quand ma tante, elle me dit j'ai acheté tel livre que tu as recommandé, ça m'a plu. J'ai gagné ma journée, tu vois. Non, c'est gratifiant. Oui, c'est gratifiant. Super gratifiant. Après, c'est une niche qui reste assez concurrencée. Est-ce que toi, est-ce que tu as une stratégie derrière pour essayer de... Enfin, tu as quand même une identité visuelle qui est très propre et assez personnelle. Est-ce que tu as d'autres stratégies? Est-ce qu'il y a des groupes de lecture Alors, si tu veux, déjà, il y a toute la partie algorithme qui est... que tu le veuilles ou non, il faut que tu arrives à respecter certaines choses, tu vois. Poster 1 fois par jour, c'est le minimum. Sur TikTok, je veux dire. Pour poster 1 fois par jour? C'est vraiment compliqué. Quand un livre, on le lit on va parler de ton rythme de lecture après, on peut en parler maintenant. C'est quoi ton rythme de lecture? Je lis à peu près 2 livres par semaine, tu vois. C'est déjà énorme. C'est vraiment pas mal. Voilà. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Bon, voilà, j'ai une vie à côté. C'est la vraie vie, quoi. Il n'y a pas de... En fait, il faut toujours réussir à trouver des idées de concepts de vidéos. Une petite vidéo, moi j'ai plein de brouillons qui sont prêts, tu vois, avec... aujourd'hui, je sais que j'aurai pas forcément le temps de tourner, donc j'ai quelque chose qui est prêt pour ces jours-là, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu pars, par exemple là en ce moment, je suis pas dans mon décor, mais c'est fou de dire ça, mais tu vois, il faut que tu réfléchisses, ok, il faut que je filme en avance, il faut que, tu vois, pour que les gens justement retiennent, aient cette identité visuelle-là. Voilà, après, il n'y a pas forcément de stratégie. Je pense que le but, c'est les gens, ils s'attachent à ta personne. Je pense qu'ils aiment bien. Après, il y a une certaine forme de voyeurisme. Ils aiment bien voir ta journée, tu vois. Donc, tu essaies un peu de te diversifier là-dedans, même si c'est pas forcément... c'est pas ce que tu voulais faire. Pas ce que tu voulais faire de base, mais c'est pas le but propre de tes réseaux. Après, il y a des choses à dire, par exemple, sur ton parcours éditorial. Ouais. Ça peut être intéressant de... Ouais, forcément, tu vois, il y a toute cette partie-là aussi, toute cette partie d'écriture que forcément je pourrais un petit peu développer, tu vois, mais chaque chose en son temps, et pour l'instant, tu vois, je veux dire, quand t'as pas beaucoup de temps libre, c'est vrai que t'essaies d'optimiser au maximum, donc... Ouais. Et à quel point est-ce que les avis des ouvrages vont t'influencer ou pas du tout? Alors, après, forcément, tu arrives à retrouver des personnes
qui ont des goûts similaires un peu aux tiens. Moi, je sais que y a des filles que je suis, je sais que si elle dit j'ai aimé, je vais adorer. Tu vois, par exemple, dans la ville où j'habite, il y a une libraire, Lydie, qui est devenue mon amie, du coup, forcément. Elle me connaît par cœur. Elle connaît exactement mes goûts. Si elle me dit ça, tu vas aimer, je sais que je vais aimer. Après, voilà, toujours pareil, il y a tellement de nouveautés. Il faut qu'elle arrive à rester à la page aussi, tu vois. C'est compliqué, mais oui, moi, je suis très bon public, très facilement influençable dans quelque chose. Et puis alors, vu que j'ai pas forcément de genre de prédilection, je peux aller, je suis curieuse, quoi, de tout. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Bon, voilà. Et donc, tu as fini de lire ton livre, tu vas en parler sur Bookstagram. Comment est-ce qu'on fait pour écrire une bonne critique ? Alors, en général, il faut essayer de le faire à chaud. Tu vois, tu es encore dans tes sentiments, tout ce que tu as ressenti. Donc, je finis mon livre, j'ouvre mon application Notes et là, je commence à écrire voilà, ce que j'ai pensé. Faut en dire assez, mais pas trop non plus, faut pas spoiler. Voilà, réussir à donner envie. Alors, après, tu vois, tu peux faire des petits montages, des petits moodboards un peu qui donnent envie, tu vois. Et souvent, j'ai eu des retours qui me disaient c'est ton moodboard qui m'a donné envie de lire le livre et tout. Donc, en fait, il y a tout un aspect. J'étais pas du tout dans la créa visuelle avant. Moi, j'ai découvert Canva, j'ai découvert un peu tout ça. Voilà, mais je pense que il faut regarder ce qui se fait, essayer d'amener ta patte à toi. Mais ouais, pour écrire ta bonne critique, en général, fais-le de suite, quoi. Fais-le de suite. Et est-ce qu'il y a un peu une structure narrative derrière ou J'essaye d'avoir toujours un peu le même, tu vois, je commence, tu mets le titre, ensuite ton accroche, voilà. En gros, que les gens qu'ils aient pas besoin d'aller jusqu'au bout pour savoir si oui ou non ça t'a plu, quoi. Voilà, on n'a pas tous le temps de lire ta critique en entier. Donc voilà, petite phrase d'accroche. Ensuite, voilà, tu développes un peu sur le début de l'histoire et après ce que tu en as pensé. Voilà, et tu t'ouvres sur une question. Est-ce que vous l'avez lu, pas lu ? Ça engage oui, ça fait une forme d'engagement. Call to action. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai une question que je me pose, est-ce que les maisons d'édition pourraient vivre sans les influenceurs livres ou pas ? Aujourd'hui, vivre sans les réseaux sociaux pour une maison d'édition, je pense que c'est très compliqué. C'est dur. Quand je vois tous les partenariats, en fait, c'est ce qui fait vivre ta maison d'édition, clairement. Toutes les personnes qui sont partenaires de maison d'édition, forcément, tu as un impact vraiment pas négligeable. Tu vois, tu es ambassadeur, forcément, de la maison d'édition, quelque part. Tu as un engagement, même si on ne signe pas de contrat, hein, tu vois, quand t'es partenaire. Mais après, c'est toi qui joues le jeu aussi. On t'envoie gratuitement un livre. Bon, à toi de respecter la maison d'édition et l'auteur aussi. Voilà, qui attend de ça pour vivre. Aujourd'hui, la communication, c'est super important. Pour moi, sans communication, aujourd'hui, sans les réseaux, mais dans tous les secteurs, dans tous les métiers, c'est très compliqué. Mais du coup, toi, t'es partenaire de Juno Édition. Ouais. Et de Addiction. Addictésie, ouais. Addictésie, plutôt. C'est ça. Comment est-ce que c'est eux qui viennent te démarcher ? Est-ce que c'est toi qui y vas ? Alors non, en fait, j'ai lancé mes réseaux en octobre. Et il faut savoir que les maisons d'édition, elles font des appels à partenaires. En général, t'en as 1 ou 2 fois par an. Après, tu peux avoir des appels ponctuels, mais là, c'est sur l'appel de l'année. Ça tombait fin octobre. Autant te dire que j'avais 300 abonnés, même pas. C'est très bien, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en général, ils te disent, bon, il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir tant de publications. Bon, je me suis dit, allez, je postule. Au pire, qu'est-ce que tu risques ? Un refus. Je veux dire, tellement de gens qui postulent. Donc, j'ai postulé à tout ce qui me plaisait. Après, bon, voilà, c'est sûr que tu vas pas postuler à une maison d'édition qui publie des livres, un genre de livre que tu lis pas, parce que tu sais que tu vas être obligé d'en lire une fois par mois. Donc, voilà, faut un petit peu cibler ce que tu cherches. Et donc, j'ai eu la très bonne surprise, mais je m'y attendais vraiment pas du tout. Tu vois, j'ai eu la très bonne surprise, du coup, de Juno, donc en premier, qui m'a fait confiance. Et là, dans l'année, j'ai eu du coup Addictésie qui est revenu vers moi, qui m'a envoyé, et j'ai dit mais c'est fou. Rien que ça, c'était une reconnaissance, tu vois, parce que
c'est tellement de temps, tellement d'investissement, tellement de recherche, forcément quand tu te lances sur les réseaux, que d'avoir une petite reconnaissance, voilà, ça fait plaisir. Bien Voilà. sûr, et puis ça permet de nouer des contacts pour plus tard qui pourront être C'est ça. toujours utiles, j'imagine. C'est ça, ouais. Et puis après, tu t'entres dans un groupe un peu de partenaires, tu rencontres d'autres personnes, tu vois les avis sur les mêmes livres que tu as lus. Non, franchement, c'est bien. Et est-ce qu'il y a une différence entre ça et des services presse ou pas? Mais c'est des services C'est des presse, services en fait. presse, Ouais, c'est des c'est ça. services presse qui t'envoient. Voilà. Ok. En fait, donc soit ils te les envoient sous format e-book, ou soit ils peuvent te les envoyer sous format broché. Donc avec Juno, c'est un format e-book, et avec Addictesi, j'ai le broché et l'e-book. Ouais, non, mais c'est un rêve, quoi. Tu vas à ta boîte aux lettres, t'as ton petit livre. La première fois, j'étais Aux anges. comme une folle. Enfin, J'imagine. c'est fou, c'est fou. Mais donc ce travail de communication des influenceurs est vital. Pour des auteurs aussi, il doit y avoir ce travail de communication. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un peu dommage de ne plus avoir juste la créativité? En fait, aujourd'hui, je pense que les maisons d'édition, elles cherchent... En fait, c'est un peu triste, j'imagine. Enfin, je te dis ça encore une fois, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, mais de ce que je vois, de ce que j'entends, des retours que j'ai, si t'as pas un peu une communauté en tant qu'auteur, t'auras un peu moins de chances forcément d'être signé. Ça, c'est une vérité qui se remarque et qui se confirme, tu vois. Donc pour moi, c'est super important de faire sa communication parce que si on marche pas dans une maison d'édition, on peut se lancer dans l'auto-édition et on aura besoin de cette communauté aussi. La communauté, c'est des potentiels acheteurs. Il faut le voir comme ça aussi. C'est des gens qui te soutiennent, c'est des gens qui... voilà, alors après, aujourd'hui, c'est sûr qu'écrire sous un nom de plume, quand on veut pas forcément qu'on sache qui on est, c'est plus compliqué de faire du contenu, mais ça peut quand même fonctionner. Il y a beaucoup d'écrivains qui n'ont pas forcément montré leur visage ou qui utilisent le nom de plume. La semaine dernière, nous, il sort dans un nom de plume Kada et pourtant Oui, voilà. il communique dessus. Complètement. Pour moi, la communication, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Malheureusement, non, mais il faut vivre avec son temps et on est dans une ère où... voilà, c'est super important. Puis quelqu'un, par exemple, va lire ton livre. Si tu n'as pas une communauté, enfin, si tu n'as pas de réseaux sociaux, peut-être qu'il va vouloir t'identifier. C'est dommage. Ça fait une petite pub qui est sympa. Donc, pour moi, c'est très important. Moi, je pense toujours il faut apporter de la valeur pour après en recevoir en retour. Donc, apporter de la valeur par créer du contenu, partager son quotidien d'auteur. C'est ça, puis ça coûte rien. Enfin, je veux dire, c'est bête de s'en passer quand c'est un moyen qui est gratuit, et puis surtout, on n'est pas obligé de faire des montages, on n'est pas obligé d'utiliser l'IA, on n'est pas obligé de faire tout ça, mais chacun a les moyens de faire avec ce qu'il peut, et c'est bête de s'en priver, je pense. On a parlé d'auto-édition, est-ce que tu as déjà lu des ouvrages d'auto-édition ou pas? Oui. Okay. Ouais, j'ai lu Lydie, mon amie, du coup, qui a sa librairie. Elle s'est auto-éditée. Un livre fantastique qui je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il... Les refus. Ouais. Elle a pas forcément cherché plus que ça, tu sais. Puis il y a toujours ce truc de quand ton ouvrage est prêt, est-ce que la maison d'édition a ses soumissions qui sont ouvertes? T'as toujours ça aussi. Est-ce que tu vas rentrer dans le catalogue? Est-ce que quelqu'un va pas prendre ta place avant, tu vois? Il est génial. Franchement, c'était un romantique suspense. Voilà, l'ultime péché. Non, franchement, un très 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 bon livre. Et ensuite, après, là, j'en ai racheté un. Pareil, d'une fille que j'ai vue sur les réseaux sociaux. J'ai vu un post d'une nana qui l'avait lu. J'ai fait, ça m'a l'air génial. je vais l'acheter, quoi. Je veux découvrir. Pour moi, ça pose pas forcément de problème d'être en auto-édition. En fait, c'est pas parce qu'on est en auto-édition que le livre est mauvais. Il y en a qui choisissent juste l'entrepreneuriat. Puis il y a toute cette question de droit d'auteur aussi qui est forcément un peu plus avantageux. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la preuve que l'auto-édition n'a pas à dire de l'édition. Parfois, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a de mauvais exemples, des mauvais canards, mais c'est de plus en plus rare. Les gens se donnent les moyens de tester un livre qui est à la hauteur d'une maison d'édition, bien sûr. Même d'une grande maison d'édition. Bien sûr. Puis encore une fois, je te dis, c'est juste des fois des auteurs qui choisissent l'entrepreneuriat et ce biais-là parce que ils ont envie de se lancer dans l'aventure, quoi. Donc voilà.
bien sûr. Ouais. Pour moi, ça veut rien dire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la communauté Bookstar soit beaucoup plus féminine que masculine? Et c'est vrai, c'est une bonne question. Et encore que je trouve, il commence à y avoir beaucoup plus d'hommes qui se... Alors, tu sais, même si moi je suis une femme, au début, t'as forcément toujours ce truc de dire ah, je lis, qu'est-ce que. Il y avait toujours des brimades quand t'étais jeune, tu vois, on connaît. Alors que, ben non, lire c'est trop cool. Et voilà, je trouve que pour un homme, surtout, il y en a certains qui pensent que ça va entacher leur virilité. Je sais pas ce qu'il y a. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde et au contraire, quelqu'un qui lit, un homme qui lit, voilà, c'est super. C'est une passion comme une autre, quoi. Y a pas de... Pour moi, c'est pas genré. C'est dommage c'est dommage qu'il y ait cette mentalité-là. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que c'est beaucoup de non-fiction qui est mise à la mode. Tu sais, tous les livres, Paul Dad, Rich Dad, je sais pas si tu vois un peu. Développement personnel et tout. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre de la fiction, des leçons de vie. Du coup, est-ce que tu aurais 3 ouvrages à recommander à un homme en particulier pour... En fiction, tu veux dire? En fiction, oui. En fiction, ok. Alors moi, je lis beaucoup de romances, donc c'est vrai que... Ça peut être intéressant. Ouais. Peignons de portrait. Ouais. Supposons un jeune homme qui vient de subir une déception amoureuse. Ouais. Et qui a envie de lire un ouvrage où de héros a vécu la même chose. Alors, sur une déception amoureuse, moi j'aime beaucoup. Bon, après, voilà, il faut aimer se lancer dans la romance, mais j'aime les histoires de reconstruction. Tu vois, là en ce moment je lisais, justement, tu vois, c'était un service presse que j'ai adoré la saga. C'est une saga sur le hockey. Et en fait, t'as beaucoup de... C'est souvent des hommes qui ont des traumas et qui sont vulnérables. Donc, t'as cette part-là qui, je trouve, surtout si l'homme en question a connu un trauma, tu vois. C'est la saga de Lily Lefébure. Voilà, le premier, c'est Warm Love. Deuxième, Forbidden Love. Troisième, Thunderbolt. Et c'est vrai que... en fait... ils peuvent arriver à s'identifier à ça parce que tu as forcément des traumas et je trouve que c'est intéressant pour un homme de lire ça et de se dire il n'y a pas forcément que des hommes très virils et très le cliché de ce que tu peux connaître et retrouver dans la romance, tu vois. Donc non, des hommes avec des failles, pour moi c'est super important, tu vois. Donc tu as cette saga-là. Ensuite, tu as la saga, si tu veux vraiment partir dans l'imaginaire, en vrai, tous les classiques, tout ce qui a très bien marché, il y a beaucoup d'hommes qui ont lu, tu vois, Fourth Wing par exemple, tous ces livres-là, parce qu'en fait, ça reste malgré tout, même si c'est axé un peu romantasy forcément, ça reste quand même un univers avec des dragons. Bon, il y a tout ce qui est autour. T'as vraiment une intrigue en plus de la romance, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas trop s'enfermer dans une romance au début. Mais voilà, la saga en entière, je conseillerais. Voilà. Tu l'as lu en anglais ou parce que je te donne le titre anglais? Ouais, je l'ai lu en anglais, mais le titre est pas traduit en français. Ah, ok. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça oui. va me frapper. Oui, non, mais je sais pas pourquoi, parce que moi je pensais que tout le monde l'avait lu en anglais. Non, mais en fait, figure-toi que je l'ai lu au début en anglais parce qu'il n'était pas encore traduit. Voilà. Donc tu as parlé de ton livre que tu as reçu en service presse, moi ça m'évoque une autre question. Est-ce que tu conserves ta liberté de ton quand tu fais une critique? Alors tu as dit que tu ne parles pas de romans que tu n'as pas appréciés. Ouais, tu vois, par exemple, j'ai eu un service presse que j'ai reçu, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Ouais. J'ai envoyé un mail à la personne responsable et je lui ai dit, écoute, j'arrive pas, je pense que c'est pas pour moi, tu vois. Et pas de souci, hop, on passe, on t'en envoie un autre et puis voilà. Mais en fait... le but c'est la communication, puis eux ils sont très très clairs là-dessus, peu importe la maison d'édition du coup. Le but c'est pas de saquer l'auteur, le but c'est... Puis je veux dire, la lecture ça reste ton plaisir. Tu vas pas te flageller à lire quelque chose qui te plaît pas. Enfin voilà, le but c'est... il faut en parler quoi. Ouais. Mais oui, en général tu envoies ta chronique à la maison d'édition et puis ils te valident. Enfin voilà. Après bon, tu t'écris pas n'importe quoi dedans non plus, donc en général c'est validé et puis voilà, tu postes. Ok.
Est-ce que tout lecteur est un potentiel auteur ou pas? Pour moi, il n'y a pas forcément des lecteurs qui ont envie, cette envie-là d'écrire, mais ça peut donner l'envie à beaucoup. Et à force de lire, je pense que forcément, on a des tournures de phrases, on affine sa manière de réfléchir. Et pour moi, oui, n'importe quel auteur peut devenir... n'importe quel lecteur, pardon, peut devenir auteur, tu vois. Pour moi, si tu as une histoire à raconter et que ta patte, on va dire, ta manière d'écrire, ta plume, oui, complètement. Au contraire, je trouve qu'à force de lire, tu t'étoffes ton vocabulaire. Et puis, je te dis, c'est les tournures. Et il y en a beaucoup qui se sont lancés, justement, après avoir beaucoup lu. Je pense même que c'est sa majorité. Après, il y a tout ce qui est structure narrative qui viennent, d'essayer de retourner en situation. Et moi, souvent, donc, c'est un peu particulier ce que je vais dire, mais on dit que, parce que je posais une question par rapport à l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, c'est basé sur des sources, donc des manuscrits qu'ils ont lus. Je sais pas si tu as vu passer ça, par exemple, ils ont fait passer un extrait de Frankenstein sur non, j'ai pas vu. Ils ont fait passer un extrait de Frankenstein dans un détecteur de GPT, et le détecteur a identifié 100% de GPT. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire que GPT a été entraîné sur Frankenstein, je sais pas. D'accord. Après, moi, je me dis, en vrai, c'est un peu pareil pour nous. Parce que moi, moi j'écris. Et c'est pas inné, je ne tire pas ça de moi-même. Ça vient d'un apprentissage. Donc, en quoi est-ce que l'IA serait, par exemple, moins légitime à écrire parce qu'elle a été entraînée que n'importe qui, parce qu'elle a été entraînée aussi? En fait, je trouve qu'il y a une vraie corrélation entre ta dernière lecture et ta manière d'écrire au moment où tu vas écrire, tu vois. Je trouve que forcément, tu vas adapter ta plume. Enfin, en tout cas, pour moi, je l'ai remarqué, tu adaptes un peu ta plume en fonction de ce que tu viens de lire. Donc, forcément, avec l'IA, c'est pareil. S'il se base sur une certaine œuvre, il va adapter sa manière d'écrire à cette œuvre-là, tu vois, forcément. Donc, on est une sorte... Pas d'IA, mais tu vois ce que je veux dire. L'IA est une sorte de nous. Oui, exactement. Donc, oui, moi, je trouve que toi, c'est pareil, tu peux autant t'inspirer et autant matcher un peu ta manière d'écrire avec la dernière lecture que tu as eue ou ta lecture en cours, tu vois. Il y a vraiment une ressemblance, je trouve, là-dessus. Bien sûr. Mais du coup, la question qui suit, c'est est-ce qu'il faut pour autant condamner... Alors, c'est délicat, mais est-ce qu'il faut autant condamner l'écriture avec l'IA ou est-ce qu'on peut de plus en plus l'intégrer dans des processus de création ou, toi qui lis beaucoup, c'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, il faut vivre avec son temps, tu vois. Il y a des outils aujourd'hui qui existent, qui peuvent t'aider, notamment, tu vois, comme on en a parlé un petit peu, mais t'aider à trouver des synonymes, t'aider à trouver des tournures de phrases, t'aider à corriger une faute, voilà. Faut tout prendre un peu avec des pincettes. Bien sûr que tu vas pas écrire ton livre avec de l'IA, et encore si tu le fais que personne s'en rend compte, bien joué, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref. Pour moi, il faut savoir utiliser avec parcimonie les outils dont on dispose maintenant. Et toi, peut-être que tu vas te priver de l'utiliser parce que tu te dis « Ah, c'est pas bien ». Peut-être que ton voisin, il se privera pas. Donc, en fait, à toi de doser. Et puis, la fierté quand tu écris un livre, c'est de se dire je l'ai écrit moi. Oui, bien sûr. À toi de vivre après avec la culpabilité ou le petit truc. Ah, c'est pas toi qui l'as écrit à 100%, tu vois. Si vraiment tu écris tout ton texte avec l'IA. Donc, pour moi, tant que ça reste, tu vois... pour des tournures de phrases, des synonymes, et encore, ça peut t'aider peut-être sur pas un dénouement, mais tu sais, te donner une piste, un truc, t'aider sur des prénoms, t'aider sur quand ta créativité, elle n'est pas forcément là, mais que tu as envie quand même d'avancer, et puis après, tu peux toujours y retourner, modifier, et te dire, ah, ça c'était pas mal, mais peut-être que je vais le modifier comme ça, c'est... tout est à doser, bien sûr, mais... Absolument d'accord. Mais là, par exemple, on a un exemple, donc il y a eu quelques semaines, Hachette qui a retiré un livre, je sais pas si tu as vu aussi, de ses étagères, 75%, je crois, écrit par IA. Est-ce que toi, tu pourrais le lire? Est-ce que tu te sentirais à l'aise avec l'idée de lire un ouvrage comme ça ou pas? Pour moi, je culpabiliserai pas de le lire. Okay. Tu vois, la réponse, c'est ça. Je culpabiliserai pas de le lire, mais je comprends qu'au niveau de l'éthique
d'une maison d'édition, c'est compliqué. C'est pas possible, tu vois. Surtout aujourd'hui, peut-être dans 10 ans. Ouais, voilà. Mais peut-être qu'on a tous déjà lu des livres qui sont écrits par l'IA, on ne sait pas. Mais moi, très souvent, je regarde des vidéos parfois sur YouTube et je me dis, ok, la vidéo est sympa. Et après, je me rends compte que c'est Mais oui. fou d'IA. Pour moi, la lecture, ça reste un plaisir avant tout. Je me projette, je me base en tant que lectrice, tu vois. Si je lis un livre que c'est bien, mais voilà, j'ai passé un bon moment, bon, voilà, moi, c'est bon, ma journée, elle est passée, je passe à autre chose. Mais en édition, c'est ton éthique, c'est ton... donc, je comprends le choix qui a été fait, tu vois. Mais en tant que lecteur, je pense que la culpabilité, elle n'est pas sur le lecteur, elle est plus sur l'auteur et la maison d'édition. C'est toi et ton éthique, toi et ta conscience. Bon, voilà... Je veux dire, en tant que lecteur, tu vas pas culpabiliser d'avoir passé un bon moment. Bon, c'est écrit par l'IA. Ah, bon, voilà, non, tu vas pas en faire tout un débat. Voilà. C'est pas ma manière de faire. Je vais pas faire du drama. Parce que c'est très différent comparé avec des auteurs qui... les deux visions sont totalement antagonistes pour le coup. Mais c'est des choses à cogiter. Mais après, comme tu peux en parler avec une autre lectrice et qui va te dire « Ah non, c'est pas possible, tu vois ». En fait, moi, je me dis, bon, tu lis pourquoi ? Tu lis pour passer un bon moment, voilà, bon, si la mission est remplie... Voilà, si à la fin, moi, je pose mon livre, ça y est, je vais jouer avec mes enfants, c'est bon, j'ai gagné voilà, je me suis aéré la tête, tu vois. Alors que, voilà, quand c'est ton métier, c'est toi et ton éthique. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur le Bookstar aujourd'hui ? En fait, c'est bête ce que je vais dire, mais de pas avoir honte, de pas... tous les gens qui te critiquent, ils rêvent de faire ce que tu fais. C'est sûr, les 2-3 premières vidéos, je vais pas mentir, Bon, voilà, puis forcément, il y a les gens de ton village qui regardent, qui envoient des messages à ton mari, ou tu vois, à ta famille. Bon, il y a ce truc-là, faut passer outre, tu vois. C'est dur, mais c'est comme tout. Puis au final, on parle de livres, on fait rien de mal. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Pour moi, y a pas de honte. Tout le monde consomme les réseaux sociaux. Tout le monde a un petit peu envie de partager des moments de sa vie. Donc en fait, non, et au contraire, mais allez-y, lancez-vous. Il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Pour moi, faut se lancer, faut pas avoir peur. C'est dur au début, mais ça vaut le coup. C'est quoi la suite de tes projets pour My Book Corner ? Alors, écoute, continue à développer un petit peu la partie Bookstar, forcément. Continue à donner mes avis. En fait, mes réseaux de livres, c'est vraiment authentique. J'ai aimé... je partage vraiment ma petite vie au quotidien sans trop... c'est pas mes réseaux perso non plus. Continuer, voir où ça peut mener, m'en servir un peu de plateforme pour quand j'aurai lancé mes projets qui vont suivre ma formation du coup dans l'édition. T'es obligé un peu de te faire un nom entre gros guillemets, mais qu'on identifie la personne au moins. Donc voilà, c'est un peu la vitrine. Même si bien sûr, forcément quand tu pars après dans l'édition, y a certaines choses que tu peux plus trop faire, tu vois, certains avis, certaines choses, tu dois quand même rester mesuré, t'as une autre identité aussi après. Donc voilà, continue un petit peu, mais voilà, voir où ça mène. En tout cas, je m'éclate et c'est le principal. D'accord, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup plaisir. de courage en tout cas et une merci. bonne continuation. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et merci pour tout. Avec plaisir.